Bonjour tout le monde, on est ravis de vous accueillir, on est ravis de faire ce talk devant vous avec ce panel d'experts que je vais vous présenter rapidement. On va parler Mobile Ops pendant 1 heure, une approche justement indispensable au développement mobile. On va commencer par se présenter, tant qu'à faire. Je vous laisse commencer, les gars. Oui. Robin, je t'en prie. Bonjour à tous, je m'appelle Robin Caroff, je travaille pour une association qui s'appelle Résonante, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. J'aurai grand plaisir à échanger là-dessus si vous voulez par la suite. Je travaille dans une toute petite équipe. En fait, l'équipe est principalement constituée de moi, qui fait le développement Android et qui pilote, qui fait le lead tech, d'un développeur iOS et d'un développeur back-end en freelance. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que je pense que ça donne un petit peu peut-être de contexte aux réponses que je pourrais, à mes participations dans cette table ronde. Bonjour, moi c'est Gérard. Je travaille à Decathlon en tant que staff engineer sur les applications grand public et précédemment sur les applications collaborateurs. Et du coup, pour donner le même contexte, moi je suis plutôt dans un cadre qui est très industrialisé. C'est beaucoup d'équipes. On est au moins une 50aine d'applications et aux dernières nouvelles dans notre CI/CD, on était au moins quasiment 200 ingénieurs à travailler dans le mobile. Donc plutôt beaucoup de mobile. Et du coup beaucoup à faire. Et bonjour à tous, du coup, donc David, je manage l'équipe mobile app chez Datadog. Et donc chez nous, le mobile, c'est beaucoup de choses. Il y a déjà une application pour nos clients, donc les clients Datadog qui consomment leurs données. Et on a aussi des SDK, donc il y a des SDK qui permettent d'intégrer dans votre app pour pouvoir collecter vos données. Et on a différents types de SDK à différents niveaux. Donc le mobile chez nous, c'est de plus en plus gros, mais néanmoins encore beaucoup plus petit que chez Decathlon. Donc on a des problématiques différentes. Et c'est pour ça que je suis là. Ok, et puis du coup, moi, donc c'est Willy, je travaille chez Ypon, cabinet de conseil et expertise dans l'IT, je suis CTO de l'agence de Nantes, je suis Head of Mobile au niveau national, et je suis ravi d'animer cette table ronde. C'est parti, on est tous très bavards, donc on va vite y aller. On n'a qu'une heure, il paraît. On n'a qu'une heure. Slide intro, pour commencer rapidement, petit sondage. Qui connaît la notion de mobile DevOps? Voilà, levez la main, merci. Ok, qui connaît le DevOps? Là, quasiment tout le monde, donc on va aller rapidement sur l'intro. Le DevOps, rapidement, c'est pas un outil, hein, effectivement, c'est une démarche, une méthode, certains disent même une philosophie inspirée de la culture agile, qui va chercher à fluidifier le passage des équipes de build, donc des développeurs, jusqu'au run, la partie Ops, grâce à de l'automatisation, des cycles courts, des réflexions sur l'organisation, la communication, etc. Ça permet par exemple à des sociétés comme Doctolib, je ne sais pas s'ils sont présents, mais j'aime bien les citer, de faire 3 livraisons par jour. Donc c'est quand même pas anodin. Et pourquoi le mobile dans tout ça? Parce que le mobile, c'est vrai qu'on a historiquement été isolé, assez autonome. Du coup, cette démarche, on a un écosystème qui est complet, qui est complexe, très différent du web, hein, vous le savez tous. Maintenant, on parle en plus de mobile first dans les stratégies d'entreprise. Certains vont sur le mobile, certains même commencent par le mobile. Et du coup, on a besoin d'avoir une industrialisation qui soit adaptée. Donc on va suivre ce fameux symbole infini que vous connaissez tous, qui illustre bien cette activité continue, qui boucle du build au run, du dev au store. Et on va essayer d'identifier les clés justement et les pièges à éviter pour réussir cette stratégie mobile ops. Des choses à rajouter, les gars? Je suis désolé. Je suis complètement d'accord avec toi. Ok, cool. Et ben on avance. Donc on se lance, c'est parti, autant qu'on commence par le commencement. Première question à se poser justement, qu'est-ce qu'on se pose comme question au lancement, lors de la conception, comme le disait ce matin Fanny et Emmanuel, c'est à cette phase-là, c'est lors de cette phase où on a le plus d'impact sur le produit final. Du coup c'est là où il faut se poser les bonnes questions. On commence par quoi? Non, j'ai pas une idée là en particulier, mais je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire juste avant. Effectivement, il y a des particularités sur cet écosystème mobile. Tu as parlé du fait que Doctolib faisait 3 mises en prod par jour. Là déjà sur le mobile, c'est un peu un problème, comme vous pouvez le savoir. Donc effectivement, il y a dès la phase de conception-développement, on se pose des questions, et ça, c'en est une aussi. On va pas pouvoir, on ne contrôle pas. Quand on va publier l'application, ça va être chez un tiers, sur un store.
Et on ne contrôle pas forcément cette mise en prod. Donc du coup, qu'est-ce que dès la conception, le développement, on peut mettre en place pour pallier à ça? Je ne vais peut-être pas parler tout de suite des solutions, on va y venir, je pense, avec l'outillage. Mais voilà, il y a déjà quelque chose de particulier propre au mobile. Et même au niveau, pour rebondir là sur la conception, penser à, on parle souvent du tracking, on parle en fonction de la taille de l'équipe. Parfois, lorsqu'on est en train d'itérer, de commencer son application mobile, si on est une équipe de 3, on ne va pas forcément travailler pareillement que si on est une équipe de 80 personnes. On va concevoir un peu son application différemment. On pense notamment au design system ou des choses comme ça, quoi. Chez nous, la conception, en général, elle est plus industrialisée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de métiers différents qui rentrent dans la phase de conception. Et donc, quand je parle de conception, c'est même recherche UX, etc. Et donc, on a des phases qui sont très définies dans une grosse majorité des équipes. Je ne vais pas parler au nom de toutes les équipes qu'il y a à Decathlon parce que je dis souvent que Decathlon, ce sont des boîtes dans des boîtes. C'est-à-dire que je peux rencontrer des gens qui sont dans la même boîte que moi, mais qui fonctionnent un peu différemment. Mais il n'empêche qu'il y a quand même un fil rouge dans toutes ces équipes, et généralement on a toujours une phase de X qui va démarrer pour récolter les besoins utilisateurs, etc. Qui va après du coup éprouver et travailler énormément avec chez nous notre product manager pour savoir quelle est la meilleure solution qu'on peut proposer à nos utilisateurs, qu'ils soient en interne ou en externe. Et après, il y a une phase ça arrive dans les mains du designer qui va effectivement utiliser le design system en général pour venir concevoir des propositions de maquettes. Et après, il y a un dialogue qui s'installe avec la partie ingénierie pour la phase du coup de développement. Et après, ça rentre aussi pareil dans un cycle de développement. Alors, je pense que je vais un peu trop aller dans les phases après, mais dans une phase de développement qui est aussi hyper industrialisée en mode des process qui sont hyper définis, documentés, avec alors, probablement que là ça va parler à tout le monde, mais avec des process de Git flow qui sont bien définis, avec des workflows qui vont être trigger dans la CI/CD qui sont aussi bien définis, avec des process de release aussi bien définis, etc. Et ça, on essaye aussi de le dupliquer pour tout nouveau projet mobile ou existant, d'avoir exactement la même style de projet, en tout cas de conception, de développement dans les applications mobiles, quoi. C'est genre, si tu veux aller dans une application, dans un domaine ou dans un domaine A ou un domaine B, il y a des fortes chances que ça se ressemble. Ok, moi j'ajouterais juste là-dessus, effectivement, sur la particularité d'une mobile, on est sur un appareil qui est nomade. L'idée, c'est pas de drainer la batterie. L'idée, c'est de savoir dès le début qu'on n'aura pas forcément accès à Internet tout le temps. Donc, à cette gestion de l'offline à prendre en compte dès le début dans la conception. Bon, on n'invente rien là-dessus, mais il y a toutes ces particularités propres aux mobiles qui sont importantes. Et puis après, effectivement, une app mobile, ça peut être du standalone, une application qui fonctionne toute seule, ou alors une application qui va s'appuyer sur un MBAS, donc les Mobile Backend as a Service, selon vos envies, voire même une application qui va s'interfacer avec un SI. Et là, vont se poser d'autres questions. Donc c'est vraiment important, je pense, effectivement, de maîtriser tous ces aspects. Et n'oublions pas la sécu. Mine de rien, on délivre derrière une application sur les stores qui est téléchargeable par tout le monde, où on peut analyser le code, on peut analyser ce qu'il y a dedans. Donc il faut juste se rendre compte que ce qu'on développe peut être analysé dans la foulée. Donc prendre aussi en compte ça dès la conception, ça permet de réduire finalement l'impact le jour où on a un souci. C'est maintenant qu'il faut penser à ces différents sujets. J'ajoute un petit truc peut-être sur les objectifs et les enjeux. Effectivement, ça a été évoqué dans d'autres conférences, mais il peut y avoir des objectifs d'éco-conception, d'accessibilité. Il y a aussi un cadre légal qui évolue, donc il est aussi à prendre en compte. Et c'est aussi ce qui peut pousser justement à pousser justement ces enjeux-là, d'accessibilité par exemple. Ok, parfait, on va avancer. On va rentrer maintenant dans le dur côté CI, intégration continue. Il y a déjà un premier choix, c'est en termes de plateforme, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'effectivement, il y a un petit sujet, un petit souci dès le début, on va l'appeler entre nous un dilemme, c'est iOS. Pour faire de l'iOS, il faut un Mac pour builder.
Et puis pour avoir un Mac, il n'y a pas d'autre choix que de s'équiper. Donc nous, on a commencé chez nous, un peu comme tout le monde, je pense, avec un Mac mini qu'on avait dans notre infra, qui s'éteignait, qui se mettait à jour. On devait se déplacer pour le redémarrer. En plein confinement, c'était plutôt pas mal. Et puis on a commencé du coup à étudier des plateformes managées. On est passé sur du Buddy, du Bitrise, etc. C'était en 2019, je crois, fin 2019. Et aujourd'hui, justement, on est partenaire avec Bitrise, donc c'est plutôt cool. Moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ce choix, c'est justement, on a Robin qui est dans une asso, on a David qui est côté au Nasdaq, classe. Quelle approche vous avez par rapport à ça? Comment s'est déroulé le choix? Est-ce qu'il continue d'évoluer? Où vous en êtes? Puis Gérard aussi, bien sûr. Moi, pour mon contexte, oui, iOS c'est plus difficile, mais ceci dit, il y a aussi un sujet, il y a totalement un sujet pour Android, parce que c'est pareil, les outils de développement, ils évoluent, mine de rien, si c'est 1 ou 2 jours par mois pour maintenir une plateforme d'intégration continue, c'est trop. Et puis de toute façon, on a un autre problème sur le mobile, c'est la fragmentation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tester sur tous les devices existants, et donc ça devient nécessaire aussi d'aller utiliser ce genre d'outils pour pouvoir aller faire tourner nos tests sur différentes configurations, qu'on n'a pas nécessairement en interne. Nous, c'est vrai que nous, on a très, très peu de ressources en tant qu'association. Si vous avez déjà bossé pour une non-profit, ce qui est intéressant quand même quand on est non-profit, c'est qu'on arrive à choper des petits trucs gratuits un peu à droite à gauche quand on pose les bonnes questions. Donc ça peut être utile. Et après, on va sûrement y venir, mais parce que c'est aussi un sujet sur des structures plus grosses, mais il y a des stratégies aussi par rapport à la CI pour essayer de ne pas péter son quota de build par mois. Ça peut être effectivement on va se poser la question de est-ce qu'on build vraiment tous les commits, est-ce que on fait tourner les tests à chaque build, par exemple les tests UI, est-ce qu'on peut les faire tourner que sur une nightly par exemple au lieu de faire tourner à chaque fois qu'il y a un commit. Voilà, il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place pour essayer de réduire les coûts, parce que le nœud du problème là, c'est vraiment les coûts, quoi. Et du coup, de notre côté, ce qui est assez drôle d'un point de vue de la CI, c'est que Datadog étant une boîte en forte croissance, c'est aussi une boîte qui était web first, pas du tout de mobile. Au moment où je suis arrivé en 2019, on commençait tout juste. Et donc en fait, on a commencé un petit peu comme tout le monde et un petit peu comme dans les petites boîtes avec un Mac mini dans un coin pour pouvoir faire notre CI iOS. Et on a eu les mêmes problèmes que tout le monde, donc avec tout qui pète. Donc on est très très vite allé sur du manager avec Bitrise et on les a toujours aujourd'hui. Mais malgré tout, en fait, en interne, maintenant on a tellement grandi qu'on a une équipe dédiée à la CI. Donc on a la chance d'avoir des gens qui font de la CI en interne et qui ont des VM, qui font tourner. Enfin, on a une très très grosse équipe qui s'occupe de ça. Et donc on commence aussi maintenant à avoir des VM macOS et à avoir ça en interne pour pouvoir déployer toute notre CI nous-mêmes. Mais je vous le déconseille, ça prend vraiment du temps, donc le faites pas vous-même. Prenez du manager ou ayez des gens dédiés à ça. On vient tous du même endroit, je pense. Pareil, on a commencé avec des Mac mini dans les différentes équipes et c'est l'enfer, globalement. C'est l'enfer de le connecter avec. Alors à l'époque, nous on utilisait Jenkins. Même pour de l'Android, c'est de l'enfer, très clairement, parce qu'on peut vite, rapidement faire n'importe quoi et pas savoir aussi comment faire les choses, tout simplement. Donc on est passé il y a 3-4 ans peut-être maintenant sur Bitrise aussi. Parce que même si chez nous la partie collaborateur elle est essentiellement sur de l'Android, donc on a une très majorité d'Android plutôt que de iOS. Et tant mieux, on entre des gens bien ici, donc voilà. Mais il faut quand même pas oublier les copines d'iOS et eux aussi ils ont des besoins de mobile ops et donc de CI/CD, etc. Et donc comme le Mac Mini, on a très vite éprouvé des limitations, que ce soit en termes de stabilité ou que ce soit en termes aussi de puissance, parce qu'en fait plus nos applications devenaient complexes et plus le nombre d'équipes grossissait, plus le Mac Mini on le mettait à terre en fait. Donc switcher sur une solution managée nous a permis de vraiment industrialiser
notre façon de délivrer. Et effectivement, c'est toi qui disais du coup, on a aussi des personnes qui sont, alors nous on les appelle les platform teams, mais des personnes qui sont du coup dédiées à pas que la CI/CD, toute la partie aussi, alors sur Android plutôt la partie Gradle, etc. et architecture globale de l'application. Mais parmi leurs responsabilités, ils ont aussi la CI/CD, même si tout le monde est legit pour contribuer dessus, mais c'est surtout eux qui vont venir optimiser les workflows, etc. Et savoir quand est-ce qu'il faut appeler tel workflow. Et par contre, au début, on était sur des plans qui étaient très restrictifs au début. Genre, on était sur, je sais pas si vous connaissez Bitrise, mais ils ont des plans, alors d'abord qui se basent sur, très rapidement, c'est arrivé sur les crédits. Et après, c'est Velocity 1 jusqu'à Velocity 12, je pense. Un truc comme ça. C'est jusqu'à 12. Et du coup, au départ, on est sur Velocity 1, puis on est monté 3, puis en fait, plus ça avançait, plus on migrait des applications dans Bitrise, plus on devait augmenter la vélocité. Aujourd'hui, on est sur la version plateforme. C'est-à-dire qu'en gros, c'est free food. C'est free food, donc c'est cool. Mais c'est aussi... en gros, on n'est plus animé sur le nombre de crédits qu'on consomme, donc on peut utiliser les plus grosses machines si on veut. Par contre, on est animé sur, on est restreint par le nombre de builds qu'on peut faire par mois. Et donc là, effectivement, il faut se dire, ok, est-ce que cette étape-là, enfin ce workflow-là que je trigger, est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Est-ce que ça apporte de la plus-value dans mon workflow de CI/CD, quoi. Et ça, c'est intéressant en vrai, parce que je préfère être parce qu'avant on n'était pas limité par le nombre de builds, et donc en fait on en faisait trop, et le fait de repenser, de penser qu'est-ce qui est vraiment légitime et pas, ça permet de vraiment avoir une CI/CD qui est plus adaptée à vraiment ce qu'on veut faire, quoi. De repenser les choses, quoi. Et du coup, alors juste, je tiens à dire que c'est pas sponsorisé par Bitrise, hein, mais pas du tout. Vous pouvez avoir une autre CI/CD, il n'y a pas de souci. Mais du coup, j'aime bien là, ce que tu dis. Nous, on a une problématique avec le SDK, c'est qu'on adresse sur nos SDK mobiles des vieilles versions d'Android, des vieilles versions d'iOS, et vu que notre SDK est censé pouvoir compiler également, pas seulement tourner, mais également compiler dans des anciens compilateurs. Du coup, on est vraiment obligé de build sur toute la toolchain, sur toutes ces versions-là. Et donc, par rapport à ce que tu dis là en temps, en machine, en fait, ça scale pas. C'est pas possible d'avoir sur le long terme quelque chose qui teste tout à chaque fois. Donc, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est que ce qu'on teste à chaque fois, c'est le dernier niveau, quoi, le plus courant, quoi, ce que les gens utilisent le plus. Et par contre, de manière random, on couvre à chaque nightly, donc à chaque jour, on couvre un ensemble, un subset en fait de plateformes et de compilateurs pour pouvoir tester et runner nos tests. Ce qui fait que sur l'ensemble de la semaine, au final, on aura couvert l'ensemble des plateformes qu'on supporte, tout en optimisant un petit peu notre temps TI, quoi. Et tu confirmes parce que c'est intéressant la rationalisation. Enfin, vous êtes allé vers une rationalisation un peu de la partie Ops de CI. Quand tu prends une VM Mac, tu la loues à la journée, c'est ça, t'as pas le choix, c'est pas Alors pour le coup, ouais, si vous faites de la VM sur AWS, un Mac mini, c'est 24 heures minimum. Donc si vous prenez une image sur un Mac, vous la payez 24. Enfin, vous savez, il facture à la minute. Hein. Enfin, les prix sont à la minute, mais un Mac, c'est 24 heures minimum. Elle est réservée à 24 heures. Ok. Et puis il y avait un dernier point, effectivement, Fastlane. Je pense que tout le monde aussi connaît, si on a mis un peu les mains dedans, l'automatisation côté CI/CD. C'est un ensemble de scripts en Ruby, je crois, qui permet d'automatiser différentes séquences de build, de deploy, lancement de tests, etc. C'est vraiment quelque chose, nous, qu'on a depuis le début, depuis le Mac Mini, et qu'on a continué de traîner même sur la partie manager, ce qui nous permet finalement, même si le manager, c'est vraiment une liste de services, de briques qu'on va utiliser au besoin, garder Fastlane nous permet vraiment d'être un peu agnostique à la plateforme qu'on va utiliser demain. On peut migrer de l'une à l'autre. Fastlane est toujours pris en compte et nous apporte pas mal de souplesse. Et voilà, si vous ne connaissez pas, c'est le moment de regarder.
Ouais, il y a un point là sur la maturité, mais ça venait répondre aussi à une question de quand Fastlane a été créé, de manque de maturité de l'outillage, notamment moi je pense au niveau iOS où c'était vraiment très pénible d'aller faire l'archive, la signature. Mais là, on était obligé de passer par Xcode, les outils étaient vraiment assez pénibles à utiliser, ça prenait beaucoup de temps et ça permettait de paralléliser des tâches, même dans des toutes petites équipes. Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'outils. Alors, on a évoqué Bitrise, mais il y en a plein d'autres. Et on a vraiment une maturité d'outils pour le mobile qu'on n'avait pas il y a de ça pas si longtemps. C'est tout à fait. Je ne sais pas depuis combien de temps Bitrise existe et les équivalents, mais j'ai connu un temps où en gros il existait surtout Travis CI, je ne sais pas s'il existe encore. Ils sont encore là. Ça, il y avait App Center, Circle CI, il y en avait d'autres. Ouais, mais j'ai trouvé bien moins mature en termes de ce qui est possible de faire par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui en fait. Et alors moi j'ai beaucoup parlé de Bitrise parce que c'est celui que je connais le mieux, mais aujourd'hui il y a des Bitrise Action qui me permettent de faire beaucoup de choses sans que j'ai plus grand chose à faire de mon côté, quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, et c'est pour ça que Fastlane ou d'autres outils, parce que Fastlane en termes de ownership, je sais pas où est-ce qu'on en est là encore, vu que de mémoire c'était Google qui était au départ sur Fastlane et puis c'est relâché, enfin voilà. Donc ça a été racheté par Google. Ouais, ok, c'est ça. Et du coup là c'est plus ou moins laissé à l'abandon. Donc je sais pas si Fastlane c'est là où il faut aller aujourd'hui, mais en tout cas le fait d'être agnostique de la CI/CD via un autre outil tiers et de pouvoir changer, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait nous côté Bitrise, ou en tout cas il y en a très peu d'équipes qui utilisent ce genre d'outils, mais c'est généralement quelque chose qu'on essaie de faire quand même parce que des changements d'outils ça arrive assez régulièrement dans l'écosystème mobile. On voit beaucoup d'outils qui apparaissent, ou de libs, de techno, etc. qui apparaissent. Et pouvoir avoir l'agilité de switcher d'un outil à l'autre, ce genre d'outil nous permet de le faire. Et en général, on va plutôt privilégier effectivement ce genre d'approche. Ok, complet. Donc voilà, on a choisi la plateforme, c'est bien. Maintenant, on met quoi dedans? Concrètement, qu'est-ce qu'on va vouloir regarder sur la partie CI, que ce soit côté test, côté sustainability justement, l'analyse statique avec du sonar typiquement. Je ne sais pas s'il y a des sujets, enfin moi je sais que côté sustainability, toujours en lien avec la conf d'intro, le sujet qu'on prend en compte dès le début, c'est bien de le prendre en compte, mais c'est mieux de le mesurer pour s'assurer qu'on est dans les clous ou pas. Et pour ça, il y a des outils qui existent, donc justement on pense à EcoCode, on pense à GreenSpector aussi. On a listé à la fin tous les outils qu'on cite depuis tout à l'heure, qui vont permettre de mesurer justement l'impact sur le CPU, sur le GPU, sur les appels réseau, sur la donnée stockée, etc. Et qui vont nous permettre, au-delà d'une mesure classique de qualité de code qu'on suit de sprint en sprint, on va aussi pouvoir mesurer l'impact finalement de notre application de sprint en sprint en rajoutant telle ou telle feature, et ça peut être assez intéressant de suivre ça en tout cas au fil de l'eau. Oui, puis de mettre en place des garde-fous, comme tu l'as dit. On fait des choix au moment de la conception et on peut mettre via la CI justement de l'analyse statique qui vont s'assurer que certaines règles qu'on a décidées au moment de la conception sont bien respectées. Il y a des choses aussi qu'on peut intégrer directement via l'IDE en fait, en utilisant des linters dans l'IDE, des règles de linter, mais on peut aussi s'en assurer avec la CI. Yes, perso, tous les points que je vois là, à part encore sustainability, parce que alors on commence à travailler avec GreenSpector, mais c'est encore un early stage, donc on n'a pas encore de réelle étape automatisée dans notre CI/CD. Mais pour tout le reste, c'est fait partie de nos workflows communs. C'est-à-dire qu'en gros, chaque PR est effectivement un static code analysis qui est lancé, que ce soit sur Android, Catalint ou Detect pour ceux qui sont un peu plus avancés dans l'analyse statique. Généralement, obligatoirement tous Sonar Cloud. Qui est centralisé chez nous avec tous les projets de Decathlon, que ce soit back ou front, etc. Et UI end-to-end, là ça va beaucoup dépendre de la maturité du projet, parce que il n'empêche que même si le mobile devient de plus en plus mature,
Le fait d'être dépendant d'un émulateur côté Android ou d'un simulateur côté iOS rend la chose parfois un peu complexe. Et si il n'y a pas des personnes qui sont un peu dédiées à ça, alors chez nous on les appelle pas QA, du coup on les appelle QE maintenant, pour Quality Engineer, qui sont généralement du coup vraiment dédiés à ça, pour mettre en place ces solutions-là et pour après l'alimenter. Donc les mobile engineers vont travailler sur la partie test automatisé et les quality engineers vont être là pour driver la quality roadmap, je ne sais pas comment on l'a expliqué, la quality vision de l'application et tous les prérequis qu'il va devoir y avoir dans la CI/CD ou dans les services externes. Là, typiquement, on utilise plutôt Firebase Test Lab ou BrowserStack en fonction de l'équipe. Et donc mais là, ça va dépendre vraiment de la maturité. Toutes les équipes ne l'ont pas encore chez nous, parce que peut-être que parfois il y a des équipes qui sont trop petites, qui s'apparentent plus à la tienne du coup, avec moins de moyens, et donc on ne peut pas leur demander de tout faire. Mais pour les plus grosses équipes, moi personnellement, je suis dans l'application grand public maintenant, et on est 45 ingénieurs et quality engineers. Donc on a les ressources nécessaires, mais il faut avoir les ressources nécessaires pour arriver à ce niveau de maturité là. Ok, vas-y. Et je voulais juste ajouter, quand je voyais QA avec un point d'interrogation, c'est parce que effectivement, en fait, aujourd'hui, donc je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais en tout cas chez nous c'est le cas. Nous, on n'a plus d'ingénieurs QA et autour de, enfin, je dis on n'a plus, en fait, on n'en a jamais eu réellement. Et j'entends de plus en plus autour de nous en fait qu'on demande que la QA soit portée par toute la chaîne, donc aussi bien en fait au niveau du développement par l'ingénieur qui développe la feature, qu'après au niveau du produit, au niveau de toute la chaîne, hein, de ceux qui testent, le designer aussi qui vérifie que tout est bien conforme et fait les retours là-dessus. Et du coup, les UI et end-to-end tests sont portés par l'équipe de développement aussi, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont développé la feature, on fait des UI tests et on fait nos end-to-end tests à ce moment-là. Enfin, ça fait partie du boulot, quoi. Et pour le coup, on utilise nos propres outils pour faire ça. Et derrière, ça utilise de vrais devices avec différents outils dans le cloud, en fait. Mais on a de vrais devices qui utilisent nos tests, quoi. Et de la même manière que les plateformes d'avant, les devices tournent de manière aléatoire. Et globalement, hein, si vous avez les ressources financières et humaines, utilisez des vrais devices parce que les simulateurs c'est bien, mais c'est quand même assez limité et parfois non représentatif de la vraie vie. De ce que déjà que les vrais devices, c'est pas aussi très représentatif parfois de la vraie vie, mais les simulateurs encore moins. Donc si vous avez les ressources humaines et financières, privilégiez peut-être les vrais devices et sinon les simulateurs ça fait le taf, mais c'est juste que c'est assez limité, quoi. J'ajoute peut-être que sur la sustainability tout ce qui est co-conception, on peut se poser des questions justement de ce que va consommer l'appli une fois en prod, mais comme il y a tout le processus de la conception, du développement de l'application qui est à prendre en compte, finalement, ce process de CI, il est à prendre en compte aussi. Donc si on se mettait à chaque commit à faire tourner des tests sur je ne sais pas combien de devices, ça doit rentrer aussi dans la réflexion. Ok les gars, vous êtes beaucoup trop bavards, donc j'avais prévu un petit moment On s'arrête là. code, petite pause code, mais du coup on va passer directement sur la suite. On part dans la partie CD, donc Continuous Delivery. Donc pareil, quels outils on attaque un gros sujet, on t'en parlait Robin au début, propre au mobile, la gestion des stores, qui ajoute forcément des délais et pas mal de contraintes qu'on doit anticiper dès le début. Il y a les certificats. Il y a justement des petites solutions qui nous permettent de bypasser ces délais, que ce soit du feature flag ou des updates over the air. Fastlane, il est encore là parce qu'il nous aide à délivrer, effectivement. Mais voilà, je pense qu'on va faire peut-être plus un focus sur les stores sur ce slide-là. Ouais, mais même sur un développement d'appli, sur un déploiement d'appli métier juste à des collaborateurs, il y a quand même une question sur la gestion des certificats, sur la signature des applications. Dans des équipes aussi, ça permet pour une petite équipe comme la mienne, ça permet aussi si on peut faire appel à des freelances, à des externes,
ça simplifie quand même beaucoup les choses. On n'a pas besoin de remettre les clés du camion à chaque fois. Si on a un processus de CI/CD qui est déjà en place et qui fonctionne, ça simplifie beaucoup les choses. Yes, chez nous, petite anecdote, si vous essayez de taper Decathlon dans les stores, vous allez trouver beaucoup de Decathlon, beaucoup d'organisations de Decathlon. Il y a Decathlon, Decathlon International, on peut aussi avoir Decathlon Singapour, Decathlon Canada, etc. etc. Donc c'était un problème parce qu'en fait, chaque équipe, on ne partageait pas les certificats et les certificats pour aller pousser après sur les stores. Et du coup, on a payé, je pense, plusieurs fois les stores, le Google Play Store. Alors ça va, c'est 25 € one shot et puis c'est bon. Et je pense qu'on paye encore plusieurs fois l'Apple Store aussi, les 100 balles à chaque fois. Donc là, on est en train d'essayer de rationaliser tout ça, d'avoir qu'une seule organisation. Et du coup, dans la CI/CD qui, elle, est utilisée par tout le monde, parce qu'on a réussi à ce que 100% des projets mobiles utilisent Bitrise, on injecte en secret tous les certificats qui pointent vers la bonne organisation pour se dire tu n'as même plus besoin de contacter un tel parce que en fait tu dois chercher l'information et trouver la bonne personne dans une boîte qui fait genre 5000 personnes dans l'IT, c'est parfois difficile de trouver la bonne personne, voire souvent impossible. Donc du coup c'est en cours, c'est pas encore le cas, donc vous pouvez encore trouver plein de Decathlon sur les différents stores, mais c'est en phase de migration et on utilise du coup beaucoup la CI/CD pour y parvenir. Et je vois il y a Feature Flag aussi, typiquement aujourd'hui, surtout pour les applications grand public, parce qu'on a moins le contrôle sur les updates auprès des utilisateurs. Aujourd'hui, c'est juste un prérequis dans l'étape de déploiement que 100% des features soient activables, désactivables via un feature flag basé sur plein de critères, sur le pays, sur la version de l'application, parfois la langue du téléphone aussi, etc. Donc, et pour les applications collaborateurs, on se base aussi sur l'identifiant du magasin, etc. pour pouvoir faire du déploiement progressif, parce que quand on a alors j'ai plus les chiffres en tête, mais quand on a plusieurs millions d'utilisateurs, c'est genre on peut pas lancer en prod là comme ça et se dire que ça va bien se passer, parce que même pour la charge que ça représente côté back-end, on va pas se faire des copains dans l'équipe back-end. Ouais, et j'appuierai très très fortement. En fait, c'est presque un prérequis complet pour avoir du continuous delivery, quoi. Et encore plus dans le mobile, parce que comme tu l'as un peu mentionné au début, le fait d'avoir des applications qui sont validées maintenant par Google et aussi par Apple, on se prend au moins 24 heures, on va dire, si ce n'est quelques heures dans la tronche, quoi, avant d'avoir une app sur le store qui est mise à jour. Donc le seul moyen d'avoir un continuous delivery, quelque chose qui sort régulièrement, c'est les feature flags, et de pouvoir les activer progressivement pour un subset d'utilisateurs. Ouais. On fait ça aussi, bien sûr. Ouais. Et ça pose des questions d'ailleurs sur le processus de review, parce que c'est aussi un moyen de contourner certaines choses, d'activer seulement certaines fonctionnalités après le processus de review. Ne faites pas ça chez vous, évidemment. Mais oui. Mais non, justement, le petit update over the air, donc c'est des solutions qui existent sur les solutions cross-platform, type Code Push, type Shorebird pour Flutter, que vous connaissez sûrement. Le natif utilise justement les feature flags pour garder un peu de souplesse par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. On parle de compliance côté store, on utilise des stores avec des règles, on doit s'y soumettre, normal. C'est bien indiqué que les feature flags ou les updates ne doivent impacter que des fixes, justement ne doivent pas apporter de la feature. Après, il y a un vrai sujet de leur côté, est-ce qu'ils sont capables de monitorer, de suivre à un instant T l'état d'une app, et de suivre un peu le delta par rapport au moment de la review? Pas sûr. Donc ne faites pas ça chez vous, mais il y a quand même un vrai sujet là-dessus. Il y en a un, c'est aussi un moyen de faire de l'A/B testing complètement aussi, sur le mobile. Donc oui, c'est très important.
Et c'est probablement la raison pour laquelle il faut mettre des feature flags qui soient liés à des versions de l'application. Parce que si vous faites une première release avec un feature flag d'un pan de votre application qui est du coup en l'état quand vous l'avez délivré, que vous continuez à travailler dessus et que vous faites une nouvelle release de cette feature avec des modifications parfois profondes, parce que vous vous disiez que en fait vous l'avez désactivé avant et du coup il n'y a pas de problème, personne ne l'utilise en production, et du coup vous délivrez cette nouvelle version, mais ça veut dire que si vous activez le feature flag en même temps pour dire c'est bon, c'est délivré, tout le monde a l'update, c'est pas forcément vrai, parce que du coup tout le monde n'a pas forcément fait la mise à jour, et du coup il peut y avoir des crashs parfois même du coup obscurs. Parce que si vous activez ce feature flag qui est non lié à votre version de l'application, ça va s'activer pour des versions de votre application qui sont pas forcément, qui ne savent plus forcément lire potentiellement genre des JSON qui viennent de votre backend qui ne sont plus du tout les mêmes que ce que vous avez fait dans la première version de votre application. Donc si j'ai une recommandation à vous faire, c'est vrai, si vous maîtrisez pas l'update chez les utilisateurs, faites vraiment des feature flags liés aux versions de votre application. Ça va clairement vous sauver la vie et vous n'allez pas avoir des crashs obscurs en vous disant mais c'est pas possible, ça correspond plus à mon code source. Mais en fait si, mais ça correspond à la précédente ou la très vieille version de votre application. Et j'appuie ce que dit Gérard, ça amène à une particularité du mobile. Alors pas que le mobile, mais en tout cas quelque chose qu'on ne retrouve pas sur le web. C'est effectivement ça, on ne contrôle pas. On peut mettre des choses en place, on va en parler, mais de base, on n'a pas d'outils qui nous permettent de contrôler quelle version est en prod. Donc à l'instant T, vous ne savez pas forcément vos utilisateurs ce qu'ils font tourner. Donc il y a effectivement une question au sujet des feature flags, peut y en avoir au sujet des versions de l'API aussi, parce que du coup vous allez communiquer avec une API, mais peut-être qu'il y a certaines fonctionnalités certains endpoints qui ont été retirés. Donc on a la possibilité de faire ce qu'a dit Gérard sur le feature flag, de les lier à une version de l'appli, mais on peut également mettre en place du version control dans l'appli. Au lancement de l'application, on va vérifier que l'utilisateur il utilise bien la version minimale qu'on a acceptée pour l'application. Autrement on va bloquer ou on va forcer la mise à jour, ou autrement on peut simplement encourager la mise à jour. Mais voilà, ça ce sont des outils qui de base ne sont pas présents, il faut mettre ça en place. Et qui ont un impact utilisateur qui est parfois négatif. Même vous probablement en tant qu'utilisateur, quand vous êtes bloqué parce que l'application vous dit là il faut faire la mise à jour parce qu'en fait c'est nous développeurs nous voulons que vous fassiez la mise à jour, le ressenti utilisateur il est plutôt mauvais, donc c'est généralement quelque chose que on est censé utiliser en dernier recours pour dire là j'ai vraiment besoin, parce que sinon ça va vraiment être pas terrible. Et toujours pareil en fait, probablement que vous mettiez ça en place peut-être plus tard dans la vie de votre projet, et du coup il y a tout un pan de votre production qui n'a pas encore ce côté là on a mis en place la mise à jour forcée, et donc eux ils n'ont pas forcé de faire la mise à jour. Typiquement, moi, le version control, ça fait partie des choses dès la première limite, dès le premier commit, c'est dedans, quoi. La première version qui part en prod doit l'avoir. Sinon, comme tu dis, ça risque de péter très très fort. En tout cas, quelque chose, comme tu le mentionnes, ça met de côté aussi toutes les anciennes versions des appareils que vous supportez plus. Donc si un jour vous décidez de dropper un OS, à partir du moment où vous forcez la mise à jour, tous vos anciens utilisateurs sur ces OS-là sont perdus. Ça marche. Dernier pilier, parce qu'après on va revenir sur la partie développement, finalement, conception développement, c'est le fameux pilier de monitoring, d'observabilité. Moi je voulais juste parler rapidement avant d'entrer dans la tech, justement la notion de feedback qui est propre au store, que vous connaissez tous, c'est essentiel sur le mobile. On parle même d'App Store Optimization, c'est un peu le SEO du web. C'est un réel challenge quand on a la concurrence d'arriver en top list, d'être référencé en tout cas en premier. Et bien évidemment que c'est pris en compte par le store, cette note. J'ai découvert lors d'une mission, moi, une équipe dédiée. Ils l'appelaient l'équipe cocooning. Donc, j'ai jamais retrouvé ça après. Mais c'était finalement des gens qui étaient dédiés aux réponses, à apporter le bon niveau de langage, à apporter justement l'élément pertinent vis-à-vis du backlog qui était en cours, vis-à-vis des échanges qu'ils auraient pu avoir avec l'équipe de dev. Vraiment une équipe de cocooning que je n'ai pas retrouvée après. Mais pour vous montrer un peu l'importance de
prendre en compte effectivement les feedbacks pour faire passer une note de 1 à 5, ça change tout, et de répondre surtout de façon pertinente. Et pour ça, il faut avoir un lien direct avec les techs. Et je crois d'ailleurs c'est pour ça que chez vous, c'est même les techs qui le font, c'est même toi qui réponds. Si jamais quelqu'un se plaint sur Datadog, c'est David derrière qui répond. Ouais, effectivement, c'est souvent l'équipe, enfin notre équipe produit ou l'équipe d'ingénierie qui répond aux gens en direct. Ok. Moi, je vois ça limite comme un boulot de community management en fait, parce que tu peux aussi, il faut aussi monitorer les réseaux sociaux, et c'est un moyen d'obtenir du feedback. C'est un autre moyen d'obtenir du feedback et qu'il faut relayer aux devs justement. Ouais. Clairement. Perso, chez nous, c'est pas du tout l'équipe ingénieur qui fait ça en général, c'est plutôt la partie produit qui vont s'occuper en fait, c'est eux qui connaissent le mieux l'expérience utilisateur qu'ils veulent proposer. Et donc c'est chez nous ce qu'on appelle les PM ou les PMM, on rajoute marketing dedans, je ne sais plus lequel M. Mais du coup c'est plutôt eux qui vont faire. Après, est-ce qu'ils sont formés à faire, parce qu'effectivement c'est plutôt un staff de community manager, comme tu disais Romain. Probablement pas, mais en tout cas ils essayent d'être effectivement cocooning, j'aime bien le nom parce que ça représente bien ça, d'être bienveillant dans les retours. Moi, je veux juste ajouter une chose parce qu'on est sur supervision et observabilité, et depuis le début, on voit bien qu'en fait tout est lié. Et même l'observabilité, en fait, dès la CI, on en a. On va monitorer nos temps de build, on va monitorer les résultats de nos tests. Tu as évoqué des outils tout à l'heure comme Greenspector. On va mesurer aussi l'impact écologique en termes de consommation. Donc de l'observabilité, faut vraiment se dire, c'est sur tout le process. Ça peut même mettre sur les process métiers, les process projets. Combien de temps entre le moment où on a décidé d'une feature et le moment où elle est vraiment en prod. Et donc du coup voilà, c'est pas juste quand l'appli est en prod qu'on va commencer à mettre en place de la supervision et de l'observabilité. Pour info, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, donc je pourrais pas vous donner la source, mais je sais que un domaine d'attaque sur les projets de l'IT, c'est aussi, ça commence à être la CI/CD, parce que la CI/CD dispose de énormément d'informations sur votre projet et sur potentiellement les crédentials de votre projet. Et donc du coup pouvoir monitorer, voir ce qui se passe dans votre CI/CD est hyper important, et de vérifier que c'est bien sécurisé, etc. C'est juste crucial parce que en fait c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, mais si quelqu'un arrive à s'introduire dans votre CI/CD, et si du coup en plus elle n'est pas managée, alors ça a d'autres problématiques, hein, si c'est managé ça peut aussi être hacké bien sûr du manager, mais si c'est dans votre entreprise et que quelqu'un arrive à s'introduire dans votre réseau et à accéder du coup à votre CI/CD, c'est la porte ouverte à donner tous les crédentials de votre entreprise, parce que du coup l'application mobile c'est généralement la porte d'entrée vers votre SI de votre entreprise. Et je sais que je sais que par exemple l'application collaborateur sur laquelle j'étais avant, si les crédentials de cette application la fouetaient, vous pourriez faire de très grosses dingueries dans les magasins Decathlon. Donc voilà. Ça a l'air cool. En tout cas de notre côté, par exemple nos SDK mobiles, ils sont open source. On a juste un credo, c'est ce qui tourne chez le client est open source. Donc c'est open source, mais c'est open source avec notre CI/CD puisqu'on développe en public finalement. Et donc on a eu des attaques exactement de ce style-là avec des gens qui ouvraient des PR pour essayer de rentrer, en fait des PR malicieuses, pour essayer de rentrer, d'exécuter un script sur notre CI, quoi. Donc heureusement on avait ce qu'il fallait pour protéger, mais on a eu le cas. Et on était heureux d'avoir les protections nécessaires. Donc juste faites gaffe si vous avez de l'open source à vous prémunir contre ça. Top. On arrive à la fin de cette boucle infinie. On n'a même pas parlé de Datadog. Je trouve ça ouf. Par contre, on a parlé de Decathlon. On a pas mal parlé de Decathlon. Il faut muter Gérard maintenant. Non, juste un petit sujet. Je disais en intro, le DevOps, c'est sympa, effectivement, il y a le cycle infini, mais c'est pas que cette boucle-là. Il y a aussi la notion de team topologie. Donc on ne va pas parler de loi de Conway, etc. On va plutôt parler des interactions. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéressait en réfléchissant à ce sujet-là.
le mobile, c'est très orienté, finalement, you build it, you run it. On le voit, les développeurs développent, gèrent eux-mêmes leur application, ils sont capables d'intervenir dessus. On parlait tout à l'heure, l'écosystème complexe, complet, c'est maîtrisé. Il n'y a pas vraiment de lien, de relation mobile ops. Par contre, moi, j'ai vraiment identifié une problématique avec l'expérience, c'est la relation mobile back, qui est souvent complexe. Je pense que si on veut, toujours pareil, si on veut réussir à collaborer, il faut qu'on ait un objectif commun. Ça peut être des interfaces, des interfaces sur lesquelles on est d'accord, sur lesquelles les mobiles se rendent compte de la complexité pour récupérer la donnée côté back, et que le back aussi se rende compte du besoin côté mobile d'avoir des interfaces claires et adaptées au parcours. Je pense qu'il y a aussi un sujet, les métriques. C'est pour moi un bon moyen de s'aligner, d'aligner les équipes sur un objectif commun et surtout de collaborer du coup. Petite parenthèse, mais mesurer, justement, on en parle depuis tout à l'heure, c'est essentiel si on veut valider ou non le succès de son app. Pour ça, il y a des métriques de DORA. Donc DORA, c'est le DevOps Research and Assessment, qui a défini des métriques qui sont extrêmement utiles pour vous, pour mesurer justement le nombre de builds par semaine, le nombre de chaos suite à ces builds, le nombre de hotfix, des métriques, je crois qu'il y en a 4 ou 5 métriques clés qui permettent justement de mesurer un peu la réussite de votre process MobileOps. J'ai envie de dire, tant qu'à faire du tracking, autant faire du tracking utile. Et là, clairement, c'est utile. Donc, je ferme la parenthèse, mais n'hésitez pas à mettre en place des métriques. Donc voilà, il faut un objectif commun pour collaborer correctement. Et en creusant un peu, pareil à confirmer, mais je pense qu'il y a un petit sujet avec REST, le protocole REST, le protocole Web Service. C'est un protocole, donc vous connaissez tous, qui est très orienté ressources. Et je ne pense pas que des ressources crudes pour du mobile se soient vraiment adaptées. Le mobile, on est sur un parcours particulier, on va avoir besoin de consommer 4-5 ressources en même temps, de prendre que 10% de la ressource. En fait, on va consommer pour rien du gaz. Bon, on va peut-être mettre en cache, on va peut-être utiliser un splash screen pour le faire. Enfin, bon, c'est pas top. Et je pense que, justement, c'est un problème qu'on a souvent sur le mobile. Et ce qui est bien dans l'IT, c'est quand il y a un problème, il y a une solution. Donc, il y a GraphQL qui est arrivé, je crois que c'était 2010-2012, par Facebook, qui l'ont open sourcé en 2015. Sur le papier, c'était un peu magique, un nouveau paradigme. On inverse la façon de requêter. C'est le front, maintenant, qui va choisir les champs dont il a besoin. Bon, dans les faits, c'est quand même un contrat d'interface à mettre en place côté back. Il y a une grosse complexité sur ce sujet-là, de mise en œuvre, il ne faut pas la négliger. Donc, le GraphQL, ce n'est pas magique non plus, ce n'est pas la solution à tout, mais c'est bien de l'avoir en tête comme solution, en tout cas, de collaboration entre le mobile et le back. Et quelque chose qui se marie assez bien avec le GraphQL, c'est le BFF. Donc là, on est sur un concept, BFF, donc Backend for Frontend. C'est vraiment une surcouche d'abstraction. Il faut préciser, qui est spécifique à une cible. Pour moi, c'est un non-sens de se dire qu'on va avoir une seule API pour plusieurs canaux qui vont le consommer. Donc le BFF va permettre de spécifier un contrat d'interface pour du web, spécifier un contrat d'interface pour le mobile, voire même pour iOS, pour Android, si les parcours ou les besoins sont différents. Donc ça peut être assez intéressant. Pour autant, pareil, il y a une vraie complexité. Moi, j'ai connu des bons BFF, j'en ai connu des moins bons, sans mauvais jeu de mots. Mais de nouveau, il y a une vraie complexité côté back. Il va y avoir un sujet sur la rationalisation du code. Beaucoup de code dupliqué d'un BFF à l'autre. Il va y avoir du coup un sujet, toujours pareil, quand on duplique, de maintenance de ces N interfaces. Donc voilà, il y a un sujet. Si je prends. Ok. Si je me lance, je regarde l'heure. Si je me lançais dans les BFF, on en aurait pour 1 heure de plus. Ouais, donc ça va être compliqué. Juste par curiosité ici, qui utilise GraphQL dans leur application professionnelle? Voilà. Je suis d'accord avec toi sur l'idée que GraphQL apporte des vraies solutions pour pallier à des manquements dans REST. C'est juste qu'aujourd'hui, en termes d'adoption, c'est pas oufissime. Parce que c'est complexe. Parce que c'est complexe, mais des deux côtés. Du côté back-end et du côté front-end. Côté back-end, il faut quand même avoir assez de souplesse pour pouvoir dire ok, je vais optimiser le call quand il va me demander que 777 est propriété. Et ce genre de choses-là, c'est parfois compliqué. Surtout quand tu as en plus derrière des services derrière, si tu es au niveau d'un BFF, qui te provide déjà toute la donnée en mode REST. Et où du coup, en fait, ça te coûte pas plus de donner directement toute la donnée que de donner qu'une partie. Et en plus de ça, moi, ce qui me gêne beaucoup avec GraphQL, c'est le côté caching qui est complètement inexistant.
Parce que en fait, vu que tu fais des requêtes, alors il y a des moyens, je sais qu'il y a des moyens dans les plus récentes versions, mais c'est plus compliqué de faire du caching HTTP que ce qu'on peut faire avec du REST sur les méthodes GET. Donc, je comprends, mais c'est juste qu'en termes d'adoption aujourd'hui, j'observe beaucoup plus du REST que du GraphQL. Et pareil, je suis intéressé. Qui fait du server driven UI ici? Ok. Pareil, en fait, on en parlait avant, genre délivrer en OTA, qui est aussi du coup potentiellement une solution. On pourrait se dire, mon application, elle fait que du server driven UI sur tout. Limite, le back-end me file déjà les composants avec déjà les textes que je dois afficher partout, etc. Et mon application mobile, c'est juste une coquille vide, finalement. Ça fait juste la partie vraiment interaction avec le SDK Android ou iOS. Et puis YOLO, j'ai un moteur qui vient faire le rendu du machin. Sauf que aujourd'hui, il n'y a pas de solution clé en main qui nous permet de faire ça facilement. Et moi j'en fais juste pour de la génération de formulaires et c'est déjà une belle galère. Alors devoir le généraliser à l'entièreté de mon application et en cas de problème pouvoir investiguer comment débugger le machin, j'ai jamais osé me lancer dedans de manière industrialisée parce que en fait ça peut péter dans les mains en fait globalement quoi. Tu prévois jamais en fait comment ça va être utilisé en face. Bah ouais. Juste une petite parenthèse sur le BFF, donc nous c'est notre nouveau meilleur ami. En fait on l'utilise donc nous dans l'app mobile, on a des vues avec énormément de données. Si vous connaissez un peu Datadog, vous comprenez pourquoi, mais on a vraiment beaucoup de data et donc on a du reste à certains endroits, dans certaines vues, dans certaines listes. Mais il y a certaines vues, c'est juste impossible. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait nos propres routes. Et par contre on a une approche assez... c'est assez opiniotride. Tu te pas le mot, mais en tout cas, c'est notre approche. C'est les back-ends, en fait, les routes sont développées par l'équipe mobile. Donc, comme ça, déjà on les own, on les maintient, et puis on sait exactement ce qu'on veut et ce qu'on a dedans. Et c'est un autre gros avantage, c'est que du coup on a un tas de tests d'un point de vue CI qui du coup cassent les déploiements simplement du service si les autres équipes dont on utilise les données changent leur service. Donc si les équipes dont on dépend chez nous changent leur service et la manière dont on renvoie les données, en fait ils peuvent juste simplement pas déployer ou alors ils doivent aussi mettre à jour notre route back-end et du coup on est tranquille. Et grâce à ça, on n'a pas eu de soucis. On me fait des grands signes, je crois que la régie a soif. J'ai peur de Marion. Très rapidement, ça c'était pour un peu, on s'amusait à réfléchir au métier de demain. C'est quoi un bon ou un mauvais mobile ops? Est-ce que c'est un ops qui va vers le mobile? Est-ce que c'est un mobile qui va vers l'ops? Avec toutes les spécificités qui vont bien. L'architecte mobile, je pense que c'est un bon lien justement entre vos équipes front et back. Quand on est sur une application qui tape sur un SI, par architecte, j'entends quelqu'un qui sait faire du mobile et à la fois du full stack qui sait maîtriser des API, du cloud, etc. et qui saura faire le lien finalement entre ces deux équipes qui ont du mal des fois à échanger. Et après, on peut s'amuser à décliner tous les métiers qu'on connaît dans le web, dans le mobile demain. Ce serait un drôle d'exercice, mais pourquoi pas. Je vais peut-être ajouter un petit truc rapide qu'on n'a pas vraiment évoqué, mais notamment en ce qui concerne les applications grand public. Une spécificité du mobile, c'est que effectivement on déploie sur des stores qui ont leurs propres règles. Ces règles, elles évoluent. Donc il faut aussi qu'on ait une sorte de surveillance des évolutions de ces règles et d'essayer d'inclure tout le monde dans ce processus-là. Alors que ce soit des règles UI, s'il y en a ici qui font, il y en a qui font du Wear OS, non? Ouais. Il y en a qui ont arrêté Wear OS récemment? Non, parce que ça c'est très compliqué, on se met à avoir des erreurs qui pop alors que jusqu'ici tout allait bien. Et il y a aussi un cadre légal qui évolue. Alors, en fait, les outils, par exemple les plateformes, l'App Store, le Play Store, nous demandent de plus en plus de formulaires et ça c'est pour être en conformité avec un cadre légal qui évolue. Donc en Europe par exemple c'est le RGPD. Alors on a du fait aussi de la mise en place du DSA, du DMA. Il y a des évolutions. Et tout ça, en fait, c'est à prendre en compte également dans ce processus pas seulement de conception, mais de maintenance de l'application.
Ok, et puis du coup, les questions c'était avant, mais je pense qu'on n'a pas le temps, mais c'est pas grave. Et pour se quitter, un article qui parle justement de Mobile Ops sur ZDNet, notre blog où il y a pas mal d'articles intéressants. Un livre blanc sur le DevOps, ça c'était ma Bible pendant un petit moment, et puis je vous invite vraiment, si vous avez le temps, il y a beaucoup de QR codes, mais faire du feedback, je ne sais même pas si vous allez réussir à pointer, désolé. Nous faire un petit feedback pour le talk, merci beaucoup pour l'orga, merci à vous, et puis on va boire un verre du coup, je pense. Ouais. Yes, merci beaucoup. Cool, merci les gars. Merci d'être resté.